Alors bonjour et bienvenue à cet atelier sur la communication responsable. Donc on a 1h30 pour traiter le sujet qui est très très vaste, mais nos intervenantes et intervenants vont faire au mieux pour vous donner énormément d'éléments de réflexion. Juste une petite précision, donc les 10 dernières minutes, on va avoir la possibilité d'un échange questions-réponses. Voilà, donc les personnes dans la salle pourront poser leurs questions et évidemment les personnes qui nous suivent en visioconférence pourront également le faire dans le chat. Alors avant de commencer, moi je voulais vous proposer de faire un petit sondage pour savoir à qui nos intervenantes et intervenants ont affaire dans la salle et également en visio. Vous pouvez répondre aussi dans le chat, encore une fois. Tout d'abord, est-ce qu'on a des communicants, j'espère, dans cette salle? Ah, voilà, je me lève, comme ça je vois un peu mieux. Et parmi ces communicants, quels sont ceux qui sont en entreprise? Je mets les agences de côté. Ouais. En agence, il y a des agences. Oui. En com public. Ah bien aussi. Ouais. En association peut-être aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des responsables RSE? Ah, si, une personne. Est-ce qu'il y a des étudiants? Ce sera ma dernière question. Ah, on a beaucoup d'étudiants, c'est bien, très sympa. Je ne sais pas si je vais regarder si sur le chat il y a des personnes qui ont répondu. Non, personne n'a répondu pour le moment sur le chat. Alors n'hésitez pas, hein, participez aussi. Alors voilà, aujourd'hui là on va parler de la communication responsable. Donc quel rôle la communication peut-elle jouer pour accompagner l'évolution de nos comportements dans la société? Qu'on soit communicant ou pas, effectivement, on est tous influencés par les communications qui nous parviennent en permanence, hein, de quelque type que ce soit. Et on se rend bien compte que ces images, ces messages, et je dirais aussi ces mots, vont avoir une influence sur nos comportements, notre vision de la société, nos usages et aussi les comportements qu'on va avoir vis-à-vis des autres. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la communication comme outil de transformation de nos sociétés, d'une transformation sociétale et environnementale? Ça fait partie des questions que je poserai à nos intervenantes et intervenants. Je ne sais pas s'il y a Florian Paluel qui est avec nous en visio. L'intervenant, pour le moment, je le vois pas. Donc, je sais pas s'il nous entend. Je suis là. Ah, super. Bah, je vous vois pas, désolé, Florian, parce que je vais vous présenter donc les différents intervenants. Alors, tout d'abord, Sophie Guérinet. Voilà, on la remercie d'être venue. Vous êtes cofondatrice d'Act Responsible, donc qui est une association internationale à but non lucratif qui est basée en Suisse. En 2008, l'association est affiliée au département de la communication globale des Nations Unies. Le but de cette association est d'inspirer, promouvoir et fédérer les communications autour des responsabilités sociales et environnementales. Elle met en lumière le pouvoir de la créativité publicitaire
et vous verrez quelques visuels pour illustrer ce pouvoir. Donc la créativité publicitaire en matière de sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux. Ça va? Alors, en visio avec nous, Florian Paluel. Donc, je vous remercie d'être là. Attendez, je vais me reculer. Voilà, comme ça, je vous vois un petit peu mieux. Je crois que vous êtes en Haute-Savoie, Florian, c'est ça? Je suis à Annecy, ouais. À Annecy, voilà. Alors, vous êtes responsable développement durable et transparence à Picture. Alors, Picture, c'est une marque de vêtements de ski, de surf et d'outdoor. Votre marque est labellisée Bicorp. C'est environ 200 entreprises en France qui ont ce label. Et ce label vous engage d'un point de vue environnemental et sociétal. Vous allez donc nous parler de votre démarche en termes de développement durable et puis surtout comment vous communiquez sur ces questions. Et puis, dernière intervenante, Valérie Martin. Alors, Valérie Martin, vous êtes chef de service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, je le dis quand même, pour ceux qui ne sauraient pas. Vous êtes alors pilote de la stratégie grand public de l'ADEME, en charge de la communication à destination des jeunes, de l'institutionnel, la presse et les médias, les réseaux sociaux. Voilà, et vous faites de la coordination aussi des actions de com responsable. Vous avez publié de nombreux ouvrages et j'en profite pour vous montrer votre dernière publication. Donc vous êtes co-autrice, qui est une édition enrichie, puisque c'est pas le premier guide de la communication responsable sur lequel vous travaillez. Bon, c'est un bon pavé. Hein. C'est une Bible. Vous m'avez dit, quelqu'un vous a dit, c'est son livre de chevet de travail. Hein, c'est ça, donc voilà, un petit peu une idée. Alors, on va quand même citer les co-auteurs, hein, puisque vous avez réalisé ce guide avec Mathieu Janisch, qui est l'auteur principal, avec Thierry Libard, et voilà, tous les trois. Et il y a une participation aussi d'experts, qui est 80 experts qui ont participé à ce guide. Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à le regarder. On ne va pas faire de pub, mais bon, quand même, hein, c'est un outil. C'est un outil indispensable. Allez, hop, c'est 12 €, on me souffle. Alors par contre, il faut tout de suite le commander aux éditions de l'ADEME parce que je crois qu'il est déjà en rupture. Oui, ils n'en ont plus, alors dépêchez-vous. Voilà. Bon, très bien. Alors, justement, Valérie, on va commencer cette première partie de la table ronde, un petit peu par une contextualisation, on va dire, du sujet. Et j'ai envie de vous poser comme question, pourquoi finalement la communication responsable, c'est devenu une question si importante? Alors peut-être que d'abord, bonjour à tout le monde, ravi d'être là. Et peut-être que je pourrais commencer par le fait qu'on est entré dans une bataille des imaginaires. Aujourd'hui, je vais schématiser, et pardonnez-moi pour cette schématisation, on a à la fois l'imaginaire actuel, qui est l'imaginaire qui nous dit « je consomme donc je suis », plus je consomme, plus je suis heureux. Voilà. Et en gros, c'est plus qu'un imaginaire, c'est vraiment le système. Et à côté de ça, on a à l'inverse, par le fait de gens qui sont parfaitement conscients du péril dans lequel nous sommes, mais qui agitent souvent des logiques de repli, j'allais dire presque communautaristes ou de violence, qui sont de type survivaliste, par exemple. Ce qui fait qu'au milieu de tout ça, on a des gens qui sont aussi un peu perdus, alors que l'imaginaire, ça doit nous permettre de nous aider à nous projeter dans quel monde voulons-nous demain, avec quel mode de production, quel mode de consommation, quel mode surtout aussi de vivre ensemble. C'est un peu ce que vous avez dit, Valérie, et qui me paraît important. Et c'est tout ça qui a à reconstruire. Donc déjà là-dessus, c'est cette crise des imaginaires. Et en plus, l'imaginaire dans lequel on est, l'imaginaire dominant, consumériste, il est tel qu'il nous enferme dans une sorte de statu quo qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de nous projeter. Or, il faut absolument qu'on se libère de ce carcan si on veut inventer, j'allais dire, la troisième voie, la voie médiane,
qui est celle d'un imaginaire de la sobriété désirable. Aujourd'hui, le mot sobriété, il est extrêmement à la mode, vous l'entendez beaucoup, vous en entendez parler par la sobriété énergétique, mais la sobriété, c'est bien plus que ça. C'est une autre façon de faire son rapport justement au monde, aux choses, aux biens, voilà, tout en étant fortement conscient, et ça je pense que c'est important qu'on se le dise tout de suite, qu'il y a des gens qui peuvent choisir la forme de sobriété qu'ils vont adopter, et d'autres qui vont la subir. Bien évidemment, on ne va pas demander la même chose aux personnes qui sont dans des situations de difficulté ou de précarité. Enfin, c'est pas là mon propos. Deuxièmement, et ça je pense que je vous ai apporté des chiffres. Alors, vous savez, à l'ADEME, on a une passion immodérée pour les chiffres. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. On vient de sortir le 23e baromètre des représentations sociales de l'effet de serre. Je vous invite à aller le regarder. Il est sorti dimanche. Il y avait un article dans le JDD. Et dans ce baromètre, qu'est-ce qu'ils nous disent ? D'abord, il nous dit d'abord ce baromètre, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, c'est la deuxième préoccupation des Français. Après, bien évidemment, la question de la hausse des prix. Alors, la hausse des prix, c'est à 40%. La question du changement de la menace climatique, elle est bien plus basse, mais n'empêche que c'est la deuxième priorité des Français. Deuxièmement, il y a une inquiétude qui est liée à tout ça. Et il y a 70% des Français qui nous disent que les conditions de vie vont devenir extrêmement pénibles d'ici une cinquantaine d'années. C'est la première fois que nous avons un chiffre aussi élevé, c'est en hausse de plus 8 points par rapport à 2021. Et dernier point que j'ai envie de vous mettre en avant, c'est que 62% des Français considèrent qu'il faudra modifier de façon importante nos modes de vie, plus 5 points par rapport à 2021, et surtout très très loin de tous ceux qui ont une confiance absolue envers le progrès technique qui n'est qu'à 11%. C'est déjà quelque chose qui est important, donc on voit qu'en tout cas, il y a des choses qui commencent à émerger. Je fais bien la différence entre le discours et les actes. Néanmoins, ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que c'est pas un sondage, c'est un baromètre, c'est le 23e baromètre. Il faut donc regarder les tendances et la façon dont ça s'installe. L'autre baromètre que nous avons, c'est sa 15e édition, c'est le baromètre que nous faisons avec Greenflex sur la consommation responsable. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a 90% des Français qui trouvent que l'on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse. Il y en a 83% qui nous disent je souhaiterais vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place. Et enfin, et celui-là, il n'est pas inintéressant par rapport au débat, et je pense que Florian et Sophie vont sans doute réagir là-dessus aussi, c'est que 87% des consommateurs estiment que plutôt que d'innover à tout prix, il faudrait revenir à l'essentiel et au bon sens et à la sobriété. Et ça, je trouve que c'est aussi ça met en avant également l'injonction contradictoire dans laquelle les consommateurs sont toujours. Donc ça, je pense que de ce côté-là, on a déjà ça qui montre qu'il y a urgence. Et puis, il y a urgence à changer les représentations de nos modes de vie. On va y revenir parce que la communication, la publicité, c'est un puissant vecteur de transformation culturelle et qu'aujourd'hui, les représentations, les stéréotypes que l'on véhicule, qu'est-ce qu'ils font ? C'est principalement des choses qui nous incitent à tout, sauf à la sobriété et à la modération. On ne sait pas représenter tout ça. On est dans une société où, en fait, pour croître, il faut vendre toujours plus, puisque c'est la vente en volume. Voilà pourquoi il y a urgence aujourd'hui, face à la crise climatique, la crise économique, la crise sanitaire. On voit que tout ça est lié. Il y a une approche systémique qu'il nous faut absolument... dans laquelle il faut se projeter, plutôt que d'avoir une réflexion en silo. Et c'est pourquoi la communication a un rôle à jouer pour accompagner cette transformation de notre société. Très bien, alors je rebondis sur ce que vous disiez pour justement reprendre les termes de Sophie Guérinet. Vous avez dit, lorsqu'on a préparé, vous avez dit la communication, c'est l'un des principaux moteurs de la consommation mondiale. Elle fait partie du problème, mais elle fait aussi partie de la solution. Donc, si vous voulez bien nous montrer quelques slides de publicité que Sophie a sélectionné pour nous, peut-être vous pouvez aussi nous expliquer ça. Alors moi, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que moi, je vais parler que de pub, parce que mon métier, c'est de regarder de la pub et de sélectionner les plus beaux exemples.
et de montrer que la pub, ça sert aussi à faire bouger les choses. Alors oui, ça sert à consommer, oui, il faut qu'on consomme différemment, je suis tout à fait d'accord avec Valérie, mais la pub, depuis des années, notamment la pub associative, c'est plus simple, permet de faire bouger les lignes. Parce qu'un slogan, une image, un film de 30 secondes peut, si elle te fait rêver, si elle t'emmène, si elle provoque en toi une certaine émotion, c'est pas très grave, j'en ai pas besoin, elle va contribuer à nous faire changer. Et donc, je vous ai sélectionné 2-3 exemples. Là, voilà. Voilà, ça c'est une vieille campagne WWF et qui est... pour moi, en fait, elle date de 2007-2008, par là. Donc, c'est pas une nouvelle campagne. C'est une des campagnes qui m'a fait rire à l'époque où il n'y en avait que les campagnes associatives, elles ont tendance à être un peu anxiogènes. Celle-là, elle m'a fait sourire et en fait, je trouve qu'elle est très bonne, c'est très facile, on comprend tout de suite le problème. Et pour moi, la com, et notamment, permet aux assos de faire ce genre de choses. Ouais, voilà. Vous voulez qu'on continue La prochaine. On peut aller sur le prochaine slide. Voilà, alors celle-ci, c'est une campagne de 2019. C'est assez simple. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mots. Hein. Je pense qu'elle parle, je n'ai pas besoin d'expliquer. Voilà. Bon, la com, ça sert à ça aussi. C'est puissant. C'est puissant, ça permet tout de suite de comprendre le problème. Voilà. Et donc la com, elle a un rôle à jouer dans le changement des comportements, dans le changement de la façon dont on va consommer. Et voilà, elle est très importante. Est-ce qu'il y a une évolution également des annonceurs, des thématiques depuis quelques années? Alors oui, il y a beaucoup d'évolutions. En 2004, les premières pubs RSE apparaissent avec voilà, moi je prends toujours Dove comme exemple parce que ils ont changé avec c'est la première pub qu'ils ont fait, c'est Real Beauty. Ils ont changé toute une industrie. L'industrie de la beauté, de la femme, ils ont vraiment... Alors, ça rentre dans l'ADN de la marque, donc elle est complètement alignée avec son ADN, et elle a changé le curseur. Et ils ont gardé cette thématique tout au long, et enfin encore aujourd'hui, ils développent... ils sont restés sur cette thématique, sur cette thématique-là. Donc voilà, donc ça pour moi c'est quelque chose qui marche et c'est extrêmement puissant et ça a fait bouger les lignes. Voilà, ça c'est. On va continuer. D'autres thématiques qui sont apparues dernièrement, les femmes. Alors ça a apparu en plusieurs vagues. C'est apparu tout d'abord en 2013. Où tout d'un coup, les agences du monde entier... Alors, en fait, je vous dis ça parce que moi, mon métier, c'est de voir ce qui se passe dans le monde entier et quelles sont les campagnes dans le monde entier qui sortent chaque année. Et donc, on a étudié, j'ai une base de données, on a une base de données avec plus de 30 000 campagnes qui sont aujourd'hui, il y en a qui sont complètement obsolètes, qu'on ne pourrait plus avoir dans une base de données de campagnes développement durable, enfin en tout cas de campagnes responsables, mais qui, c'est un peu un historique de la com et comment elle s'est développée au fil des années. Je me permets justement de vous inciter à aller sur le site Act Responsible et de regarder le catalogue de 20 ans de publicité. C'est vraiment extraordinaire. C'est un super boulot, quoi. Ouais. Alors, vraiment, je vous incite à aller voir ça. Allez-y, act-responsible.org
et aller dans l'expo, je crois, il y a exposition et il y a un catalogue, il est téléchargeable, tout ça, tout est gratuit, vous pouvez tout prendre dessus, il n'y a aucun souci. Et donc, en fait, on a analysé la base de données sur quelles sont les campagnes, quelles sont les thématiques qui sont arrivées. Et en fait, la violence faite aux femmes, et l'égalité des femmes, en fait, ça suit les tendances. En fait, la pub, elle est le reflet de la société à un moment, et elle est aussi là pour la faire bouger. Alors, les femmes ont beaucoup bougé. Enfin, ça a été un gros sujet. Donc, 2013, 2017 avec MeToo. Ensuite, là, on voit apparaître la vieillesse dans le monde entier. Je parle pas seulement. C'est pas seulement. Évidemment, certains pays c'est pas partout pareil, mais il y a quand même de vraies tendances. Typiquement, enfin en tout cas dans les pays occidentaux, la vieillesse est un vrai thème, quelque chose qui émerge, que ça soit aussi bien s'occuper de nos aînés que le droit de vote, l'intimité, l'accès aux soins, enfin tout ça. Donc vraiment énormément de campagnes qui apparaissent sur la vieillesse. Et les campagnes sur le changement climatique n'ont pas du tout évolué de la même façon. Finalement, elles ont diminué. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de campagnes sociales que de campagnes environnementales, de façon globale, je parle. Les campagnes sociales aujourd'hui sont les vieux, les femmes, la santé mentale, essentiellement pour les pays occidentaux, et l'environnement qui est toujours là sous-jacent, mais qui est pas du tout qui explose pas du tout. Alors de temps en temps, quand on a une COP qui apparaît, tout d'un coup il y a un peu plus de com là-dessus, mais voilà, c'est pas voilà, ça se développe beaucoup moins. Alors je voulais vous dire aussi que il y a un changement de priorité. Alors, attendez, est-ce que je me rappelle plus trop ce que je devais dire, que les énergies renouvelables ont diminué en 2012, tandis que la gestion des déchets et les campagnes de changement de comportement ont augmenté depuis 2012. L'accès à l'eau potable, c'est un truc de dingue. L'accès à l'eau potable, ça a pratiquement disparu. Il y en avait au départ, et puis tout d'un coup, ça a disparu. Or, depuis 2019... 17, je ne sais plus très bien, ça réapparaît un tout petit peu. Mais de toute façon, le changement climatique va nous obliger à se saisir de ces sujets-là. Alors évidemment, ce ne sont pas des sujets pour nos pays, mais ça va le devenir. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une explosion de campagnes là-dessus voilà, dans les années qui vont arriver. Est-ce que justement par rapport à ces sujets, j'aimerais aussi demander à Florian peut-être d'intervenir, parce que maintenant du coup on le voit plus. Donc Florian, vous êtes dans l'industrie textile. Donc c'est une industrie qui est souvent décriée parce que très polluante, etc. Comment on peut avoir une démarche de communication responsable dans ce type d'industrie? Alors c'est un petit peu provoquant la façon dont je vous pose la question, mais c'est justement voilà, comment vous y prenez, comment vous y arrivez? Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien parce que moi parfois j'ai des petites coupures. Pourtant, on vous entend bien. Ok, eh ben parfait. Du coup, par rapport à ce qui a déjà été dit, l'industrie textile, c'est effectivement un très très mauvais élève dans sa communication parce que c'est bourré, mais comme dans plein d'industries, c'est bourré de greenwashing et c'est bourré de communication sur des choses qui sont pas à l'échelle ou sur lesquelles les ordres de grandeur ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Par exemple, sur les 10 dernières années, on voit de plus en plus de matières recyclées, de matières biologiques, de matières certifiées. On voit de plus en plus de circularité, de processus de recyclage, de packaging qui sortent un peu du lot.
Qu'est-ce qu'on voit d'autre lié au transport aussi. En fait, on voit toutes ces choses-là qui sont des améliorations de l'ordre du produit fini, mais qui ne veulent rien dire du business model de l'entreprise qu'il y a derrière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en volume de prod et en volume de consommation? Les chiffres ont continué d'exploser. Donc du coup, c'est vraiment cette fausse com qui ramène tout au produit fini. C'est un peu comme ce qu'on voit en ce moment avec l'affichage environnemental dans toutes les industries. Un produit textile noté A, pourquoi pas? Si on en achète 10 de ce même produit par an, tout de suite, ça marche moins bien. Une voiture électrique qui est notée A, ok, très bien, mais l'usage n'est pas pris en compte. Si on change de voiture électrique tous les 2 ans, forcément, ça marche moins bien. Donc du coup, une fois que ce constat-là il est fait, que c'est assez facile, et puis les consommateurs suivent. Les consommateurs, quand on leur dit que l'enjeu numéro 1, c'est d'avoir plus de matières recyclées, ils se disent, bon, bah ok, pourquoi pas, partons là-dessus. Et donc, du coup, l'enjeu dans le textile et dans plein d'autres industries, c'est d'aller se confronter à des sujets assez contre-intuitifs dans le textile, assez peu marketing, parce que dès qu'on parle de volume de prod, de sobriété, la différence entre transition énergétique, efficacité, anti-gaspillage, sobriété, relocalisation, là c'est un des termes et un des sujets qui est le moins bien compris. Et ben en fait, dès qu'on commence à aller chercher ces sujets-là, qui sont complètement majeurs, mais qui sont un peu plus durs à faire passer dans les messages et dans les campagnes, et ben c'est là où ça devient très intéressant. Et du coup, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et notamment, on a 3 grands sujets, 3 grands thèmes. On a un thème sur la transition énergétique et ce que j'appelle la relocalisation énergétique. Et surtout, en tant que marque française, on est souvent challengé pour pourquoi vous fabriquez pas en France. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Et moi, je suis anciennement responsable des réseaux sociaux pour la marque. Donc cette question, je l'ai eu à un événement, je l'avais tout le temps. Et j'étais en mode, c'est quand même... Enfin, nous, on connaît forcément notre sujet et ça ne veut pas dire qu'on fait les choses parfaitement. Mais pour que cette question revienne autant, ça ne veut pas dire que les gens sont juste un peu foufous et qu'ils ne connaissent pas le sujet. Ça veut dire que ça doit probablement être très légitime et qu'on ne peut pas leur en vouloir de poser la question parce qu'ils ne font pas partie de cette industrie comme nous et dans laquelle on connaît les coûts, les contradictions, les complications, etc. Donc là, on s'est dit, bon, bah, très bien, on va prendre ce sujet, on va en faire un article qui prend environ 10-15 minutes à lire et qui dépeint exactement la situation de Picture, modèle de distribution, engagement, pourquoi on est en Made in France sur certains produits, pourquoi on ne l'est pas sur d'autres, nos marges, transparence. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que, donc ça c'était il y a 3-4 ans, 3-4 ans plus tard, on n'a quasiment plus de questions à ce sujet-là, parce qu'en fait, ce travail de transparence a fait son petit bonhomme de chemin, et en bouche à oreille, il y a plein de personnes maintenant qui disent « Ah ok, c'est vrai que ça peut marcher comme ça dans certains cas. » J'avais fait intervenir Clément de la marque Opal pour qu'il explique son modèle de distri à lui en vente directe. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cet article, mais dès l'instant où chez Picture, on identifie un sujet qui est complètement majeur à l'échelle de cette industrie, et donc en fait il y en a très peu, il y a transition énergétique, sortir du charbon, du pétrole, du gaz pour l'électricité des machines qui alimentent des process textiles, filature, tissage, teinture. Rien que de dire ça, même là en live entre nous, c'est déjà compliqué. Transition énergétique pour sortir du charbon, du pétrole, du gaz, pour l'électricité des machines qui alimentent filature, tissage, teinture. Voilà, ça y est, on est pas. Et ben ça, c'est le sujet, un des sujets complètement majeurs. Et pour autant, on n'entend jamais parler dans le textile. Donc ça, c'est notre volet de transition énergétique, un volet de sobriété où il faut qu'on produise moins et qu'on consomme moins et qu'on trouve des modèles alternatifs. Et un volet de lobby et de changer les règles. Et ça, on le fait avec un collectif qui s'appelle En Mode Climat. J'imagine que si je dis Thomas Hurier de 1083 ou Julia Faure de Loom, ça va parler à certains d'entre vous. Et ben voilà, c'est un peu les 3 grands sujets sur lesquels on se démène. Donc c'est vrai que dans notre com, on essaye de ne pas être calibré sur les grands sujets classiques de l'industrie. En fait, le pire, ça serait de trop benchmarker ce que font nos concurrents textiles, notamment fast fashion. Ça serait la dernière chose à faire pour bien communiquer en fait. Est-ce que finalement, vous nous dites là, vous avez en fait un gros travail de pédagogie à faire? C'est ça. Ça mixe un travail pédagogique et être fin en marketing, parce que forcément, quand je parle d'un article qui fait plusieurs pages et sur lequel il faut se pencher pendant 10-15 minutes, ça, on est tout dans
enfin, c'est pas du tout simple, c'est pas facilement communicable. Quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on scrolle à toute vitesse, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, pour aller interpeller la personne et la faire lire un tel article, ça va être plus compliqué. Donc derrière, il faut avoir plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de communication, et comment on arrive à vulgariser ces sujets-là, c'est le grand débat. Et je pense pas qu'on soit les meilleurs là-dessus ou complètement irréprochables. Il y a encore, quand on voit les statistiques de lecture sur notre site, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent sur le site de Picture? Ils foncent dans collection. Les gens, ils veulent pas trop se renseigner sur l'engagement de la marque. La réalité, c'est qu'ils veulent acheter des produits, ou alors qu'ils veulent regarder des produits. Donc, ils vont dans collection. Et donc là, nous, il faut pas qu'on soit bête à se dire on veut absolument les faire aller dans sustainability. Non, en fait, il y a un parcours client, ils vont dans collection. Et comment on arrive à s'adapter par rapport à ça? Du coup, une des clés, c'est pas la seule, c'est de mettre des messages liés à notre engagement dans leur parcours client, et notamment sur les pages de catégories de produits, où au final, quand les personnes elles sont en train de scroller pour regarder des vestes de ski, des vestes de snow, boum, là on leur met des messages, et ça là où il faut être bon, des messages qui interpellent, des messages qui te sautent aux yeux, et voilà. Ok, vous faites réagir les deux intervenantes qui sont là. Donc, qui est-ce qui veut commencer par un commentaire? Moi, je dis juste un truc. Je dis, justement, là, c'est là la force de la créativité publicitaire, qui est justement en même pas 30 secondes de faire passer un message. Donc là, il faut une bonne agence qui sait bien faire son métier. Mais en fait, si c'est vrai, si c'est sincère, si c'est authentique, ça marche, quoi. Et ils savent faire. Voilà, Valérie. Moi, je trouve ça très intéressant ce que Florian nous raconte, mais on voit aussi que c'est dans l'ADN de la marque. Après, aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de greenwashing que depuis 2020. Enfin, faut pas se voiler la face non plus là-dessus. Tu nous as présenté les exemples d'ONG que je trouve excellentes, surtout celle avec le WWF. Je l'adore, cette pub. Néanmoins, aujourd'hui, il y en a beaucoup en France, parce que toi, tu as un propos à l'international, mais en France aujourd'hui, qui se servent de l'argument, j'allais dire écologique, à tort et à raison. Et encore, je n'ai pas prononcé le mot de savoir si c'était par méconnaissance ou par cynisme. Et ça, quand même, il faut reconnaître que les citoyens, parce qu'avant d'être des consommateurs, je vous rappelle que nous sommes tous des citoyens. Franchement, parfois, ils sont confrontés à des messages où ils peuvent se poser des questions. Et on n'a pas parlé des médias non plus, qui vont aller pas nécessairement bien relayer la communication. Moi, je l'entends au sens de communication, culture, médias, etc., publicitaire, marketing et tout. Donc ça, il y a quand même ce point-là, moi, qui m'interpelle. Ensuite, je trouve très intéressant, justement, le fait que certaines marques puissent se mettre, à l'exemple de Picture, à donner un certain nombre d'informations, de conseils. On voit des choses, d'ailleurs, qui peuvent évoluer, qui se passent, par exemple, avec des outils d'affichage environnemental qui forcément ont leurs limites, mais qui en même temps, pour des marques mainstream, on va parler des marques par exemple de L'Oréal, ils ont la Belle Provençale, Garnier ou autres, etc., où ils ont fait un outil sur la base d'un référentiel technique qui s'appelle Spot, pour vous aider à choisir parmi les 1200 références de produits cosmétologiques. Je trouve que c'est aussi assez intéressant, parce que le but du jeu, c'est que effectivement le citoyen soit confronté aux différents moments de vie à une offre qui va lui permettre de bouger. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est important aussi peut-être de le dire, c'est que on a besoin de définir du coup ce qu'est la communication environnementale. Non, mais j'allais y venir, j'avais pas oublié. Et là-dessus, à l'ADEME, on donne une définition. Peut-être que je vais vous la relire, comme ça, on va la partager ensemble. Elle est dans le bouquin, mais en même temps, je pense que c'est important, parce qu'on va essayer de la décrypter ensemble. Donc, une communication plus sensible aux enjeux écologiques. Vous voyez, j'ai pas dit climatique, j'ai bien dit écologique, parce que des fois, on a tendance à réduire ça à une histoire de CO2, de carbone, etc. Je parle bien d'écologie. Davantage à l'écoute des habitants de notre planète. Le mot écoute, il est fondamental. Et dans habitants de notre planète, il n'y a pas que les humains qui habitent la planète, je le rappelle. Une communication qui s'interroge autant sur les contenus que sur la manière de les délivrer, on va y revenir,
et une communication qui intègre également la notion d'urgence, ce qui ne veut pas dire non plus provoquer stress et anxiété qui, dans votre cerveau, a un effet immédiat, c'est-à-dire qu'en règle générale, ça va plutôt paralyser l'action. Et donc, rappelons une chose, c'est que la communication responsable, c'est pas un objet, c'est pas une fin en soi, mais c'est un processus systémique. Donc voilà déjà la définition qu'on donne. Deuxièmement, on dit il y a 4 piliers de la communication responsable. Donc on détaille un petit peu cette définition. D'abord, ce sont les contenus, les messages dans le respect des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. C'est exactement la base même du développement, des 3 piliers du développement durable. On ajoute toujours culturel qui est le fameux 4e pilier. Donc ça, c'est important. Et donc, ça va se traduire par un certain nombre de choses et notamment d'être en capacité sur les aspects environnementaux de parler de l'ensemble et pas que des tonnes équivalent CO2. Ici, généralement, il y a un peu de choses qui se passent dans les yeux en disant mais c'est quoi ça, c'est tonnes équivalent CO2, c'est de parler aussi de diversité culturelle, par exemple, etc., etc. Deuxième pilier, c'est l'éco-socio-conception. Donc là, c'est tous les actes que l'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir réduire l'impact socio-environnemental de nos produits de communication, en événementiel, en édition, en digital, en production audiovisuelle, etc. Et pas que sur l'aspect environnemental, j'insiste aussi sur l'aspect sociétal, et notamment que ce soit, y compris vis-à-vis de ces publics internes, c'est-à-dire comment je respecte ceux qui travaillent pour moi, par exemple, à la communication. Comment je fais aussi en sorte, ça c'est à l'externe, d'être dans une relation beaucoup plus respectueuse de mes fournisseurs, qui ne sont pas là que pour obéir. Vous voyez, il y a aussi cet aspect-là, au-delà de réduire, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre liées à telle ou telle action de communication. Le 3e pilier, c'est l'écoute des parties prenantes. Mais la vraie écoute, celle où vous êtes dans l'écoute active, celle où vous vous dites, effectivement, je ne suis pas le sachant ou celui qu'il faut écouter à tout prix parce qu'il y aurait que moi qui a raison. Non, au contraire, comment j'écoute davantage mes parties prenantes. Et puis le 3e pilier, c'est l'éthique et l'efficacité. Il y en a beaucoup qui me disent, oh là là, tu vas nous faire un truc en com responsable, ta pub, mais elle va être chiante. Non, elle ne va pas être chiante, elle ne va pas être nécessairement moche non plus. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu présentes, Sophie. Ça montre que la communication, j'allais dire environnementale entre guillemets, elle peut être attractive, elle peut générer, elle peut susciter de l'émotion. Et ce n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui soit complètement blanc. C'est aussi respecter un certain nombre de choses en matière d'éthique. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux aspects sociétaux. Et puis elle s'appuie sur, j'allais dire, 3 axes. Sur la véracité, sur la sincérité et sur l'humilité. On va revenir tout à l'heure sur ces mots-là, mais c'est aussi ce que Florian disait tout à l'heure, à savoir que quand je vais dire quelque chose, eh bien je vais le prouver. Pourquoi ? Parce que dans les mêmes sondages et baromètres quand je vous ai parlé tout à l'heure, les gens ils nous disent quoi ? Ils nous disent ok, moi je veux bien faire des choses, je veux bien croire qu'on va me proposer des produits qui sont entre guillemets plus responsables. Mais vous pourriez me le prouver ? Et ça, ce discours de preuve, ce discours de transparence, ça ne veut pas dire, je suppose, Florian, que vous ne montrez pas l'intégralité de votre process ou de vos spécificités, etc. En revanche, vous allez éclairer, vous allez expliciter un certain nombre de choses qui vont permettre que celui qui vient chez vous, il va pouvoir comprendre ce qui se passe, il va pouvoir du coup avoir confiance. Et je pense que c'est ce mot de confiance et c'est ce mot également de responsabilité. Dans communication plus responsable, il est fait clairement appel à la responsabilité, notamment des communicants, dans l'avènement d'une société plus sobre. Voilà, peut-être que ça permet de concilier ce qu'on a dit tous les 3. Oui, complètement. Et si on revient sur, je veux dire quelque chose qui est quand même assez, alors c'est pas nouveau, mais c'est vraiment une façon de généraliser la façon dont on parle des personnes, des publics à qui on s'adresse. Je veux dire, la communication, à un moment, on parlait de cibles. Bon, c'est horrible des cibles comme mot. Maintenant, c'est vraiment les parties prenantes.
Hein, et ça change tout. Enfin, je veux dire, le pouvoir des mots est vraiment important. Et moi, j'ai vu sur le site web de Picture, et je vous incite à aller regarder ce site parce que pour moi, c'était vraiment une découverte. J'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont vous présentiez les choses, et notamment sur le sujet complexe de la décarbonation de l'industrie textile. Alors là, j'ai vu que vous appeliez les parties prenantes à la discussion. Alors je vous cite, vous dites « appel à la collaboration ». Si vous avez trouvé des solutions, contactez-nous. Si vous êtes expert de l'énergie en Asie ou en Turquie, contactez-nous, ce genre de choses. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on vous contacte? Ou est-ce que, bon, voilà, c'est une bouteille à la mer, on commence déjà à essayer de faire comme ça, on va voir si petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, j'avais eu quelques messages et c'était complémentaire à du travail qu'on mène avec d'autres entreprises qu'on peut nommer de concurrents, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de collaborations intéressantes à ces niveaux-là. Du coup, s'il y a un raz-de-marée de nouvelles vues sur notre site internet, j'ai quand même pas mal de choses à modifier en ce moment. Le contenu est propre, mais il y a 2-3 petits trucs comme ça où je me dis que ça pourrait être un peu mieux. Donc voilà, pas de problème. Non, mais sinon, effectivement, l'enjeu de collaboration, il est très, très, très important. Parfois, on entend quelque chose du style « il faut être gros pour être influent » ou « il faut grossir pour pouvoir changer les choses ». Et ça, en fait, c'est quand même une fausse excuse, parce que la réalité, c'est que dès l'instant où il y a de la collaboration, entre acteurs plus ou moins gros, l'influence, elle se gagne de cette manière. Et donc là, pour donner un exemple concret lié à la décarbonation, ce qui se passe en ce moment dans plusieurs usines à Taïwan, là où ont lieu les chaînes d'approvisionnement, filature, tissage, teinture, plusieurs marques ont identifié qu'elles avaient des fournisseurs en commun. Donc je ne sais pas si c'est des marques qui vont vous parler, des gens comme Gore-Tex, des gens comme The North Face, Patagonia, Agloff, Mammouth, Arc'teryx, que des marques d'outdoor et de ski et de snowboard, qui disent, donc déjà, il y a un travail d'identification de la chaîne d'appro qui est assez rare, parce que dans le textile, on achète un produit fini à un partenaire qui fait l'assemblage. Et on a une relation de business avec cette personne. Derrière, c'est de notre ressort ou pas d'aller gratter ce qui se fait en amont, filature, tissage, teinture. Donc ce travail a été effectué. On demande aux entreprises et à ces fournisseurs-là avec quelle marque collaborez-vous. Et on se rend compte qu'il y a en gros toutes les marques que je viens de vous citer. Derrière, il y a une espèce d'entité qui s'appelle European Outdoor Group, qui fait discuter ces entreprises et qui propose quelque chose qui s'appelle une espèce de plan de décarbonation, où en gros, chaque marque, à hauteur de son volume de prod dans l'usine en question, finance un audit énergétique. L'audit énergétique, il va dire, bon bah voilà, si vous installez des panneaux solaires sur le toit, ça va permettre une autoproduction de X%, et du coup, vous allez un tout petit peu vous désolidariser du mix national électrique qui est plus carboné. Intéressant. Si vous isolez le bâtiment, vous réduisez de X. Si vous travaillez un peu d'efficacité énergétique sur ce procédé-là, vous réduisez de X à volume constant, bien sûr. Si vous changez cette vilaine chaudière fuel et que vous passez à un process électrifié, vous réduisez de temps. Donc là, on a des leviers de réduction, on a des tonnes de CO2 qui sont attribuées, qui sont équivalentes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il faut financer ça. Donc chaque marque finance à hauteur de son volume de prod dans l'usine. Donc Picture, la réalité, c'est qu'on fait 2, 3, grand max 4% parfois dans les volumes de prod de chaque usine. Donc mécaniquement, c'est un peu comme ce qu'on entend parler en ce moment avec les loss and damages, donc pertes et préjudices liés au climat à la COP21. Donc vu que nous, on représente très peu, à la COP21, pardon, COP27, vu que nous, on représente très peu dans le volume de prod et dans le business de ces usines-là, techniquement, ça ne serait pas très fair qu'on finance à 100%. Donc bref, c'est exactement ce genre de discussion qu'on a en ce moment avec ces marques. Et du coup, ça montre qu'il n'y a pas besoin de s'appeler The North Face, d'être énormissime pour mener ce genre de changement. C'est juste une collaboration de 15 marques. Et je trouve ça beaucoup plus
beaucoup plus mature et beaucoup plus dans l'air du temps de se dire qu'il n'y a pas besoin d'être énorme pour être influent et que tout se joue au niveau de la collaboration. En mode climat, c'est exactement la même chose, d'un point de vue un peu beaucoup plus réglementaire par contre. Et c'est un collectif, là on est 560 dans le collectif. Moi j'en parle parce que je suis responsable du recrutement pour le collectif. Donc s'il y a des gens qui sont liés de près ou de loin à l'industrie textile dans cette assemblée, je vous invite à aller voir ce qu'on fait et éventuellement à rejoindre le mouvement. Mais là, encore une fois, les 560 marques, je crois que Picture est une des plus grosses. Donc, c'est pour vous dire, Picture, on est petit normalement. Enfin, on l'est d'ailleurs. Et donc, 560 marques qui rédigent des plaidoyers, qui ont ce tissu économique intéressant, eh ben, c'est beaucoup plus fort que s'il y avait qu'un seul acteur qui pense être influent parce qu'il est gros et en fait, pas vraiment. Donc, Oui, voilà. vous nous parlez en fait de changement de modèle là, dans tout ce que vous nous décrivez. Je veux dire, c'est pas courant dans de nombreuses entreprises de fonctionner comme ça. Et ces changements, comment la com se positionne par rapport à ça? Est-ce que les communicants accompagnent ou parfois essayent de pousser un petit peu pour aller plus loin, ou c'est quoi le rapport entre les différentes forces de l'entreprise? On est dans cet entre-deux, le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, où justement il y a certains sujets historiques, on va dire, liés à notre engagement. On se rend compte que les gens les connaissent même pas. Mais ça, c'est l'histoire de la marque, c'est la particularité où on s'est toujours positionné sur le côté français, mais le côté fun aussi, les trois potes qui ont créé la marque, des campagnes de com un peu loufoques, et à côté de ça, l'engagement. Du coup, forcément, enfin, moi, je pense qu'on est, d'une certaine manière, on se fait happer par une communication ou une autre d'une marque, mais qu'on va pas réussir à comprendre tous les messages que la marque veut nous faire passer. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils connaissent Picture parce que c'est français, mais ils vont pas trop connaître l'engagement. Il y en a d'autres, ils vont connaître Picture parce que c'est une communication loufoque qu'on a fait il y a 3 ans où les trois boss, ils étaient quasiment à poil dans des vidéos et boum, ils se disent, ah putain, je me rappelle de ça. Et du coup, c'est là où je dis qu'on est le cul entre deux chaises parce que à la fois, on aimerait parler plus de sujets complexes que j'ai un peu détaillés juste avant, là, sobriété, transition énergétique, lobby. Voilà. Mais limite pour certaines personnes qui ont peut-être déjà un niveau de maturité ici. Et à la fois, on se rend compte qu'il y a une bonne partie des gens qui nous suivent qui ne sont pas tellement au courant de ce qu'on fait lié à l'engagement. Du coup, il faut un minimum, genre rappeler les bases, tout en prenant un peu de hauteur de point de vue et de niveau. Et du coup, c'est là où c'est pas si simple. Donc probablement que parfois il y a des choses qu'on va avoir plus de simplicité à faire passer au monde économique et au B2B, et d'autres choses qu'on juge encore un peu trop complexes et du coup qui passent pas en B2C, notamment sur Instagram ou sur les réseaux comme ça. Donc c'est vraiment l'entre-deux. Et j'espère, par exemple, dans 2-3 ans, pouvoir vous redire que là, 100% de notre com, elle a pris elle a passé un cap très intéressant. À l'heure actuelle, il y a un mix des deux, quoi. Ok. Du coup, Valérie Martin, je reviens sur ce rôle du communicant et notamment par rapport à la légitimité. Parce que avoir une com responsable, ça veut dire aussi peut-être s'exposer parfois à des critiques ou éventuellement à de la suspicion de greenwashing. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la communication. Donc comment on se positionne par rapport à ça et comment peut-être on s'y met aussi pour certaines organisations? Peut-être déjà rappeler qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société de la défiance, une société du doute, une société qui se replie beaucoup sur elle-même. J'ai un chiffre là du fameux baromètre Greenflex ADEME qui me vient en tête. On va dire en 2014, il y avait 54% donc des personnes interrogées qui disaient faire confiance aux grandes entreprises. En 2022, elles sont 30%. C'est un résultat qui n'a fait que décroître. Et aujourd'hui, 30% seulement qui croient dans les grandes entreprises, c'est quand même un chiffre qui devrait les inquiéter. Deuxièmement, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre aussi qui dit que 80% des marques pourraient disparaître sans que cela fasse ni chaud ni froid à qui que ce soit.
Moi, vous voyez, quand j'étais petite, la purée mousseline, on m'aurait dit que ça pouvait disparaître, ça m'aurait quand même fait un choc. Aujourd'hui, on n'a plus, il y a un moindre rapport d'attachement. Oui, ça c'était pour les plus vieux que je parlais de la purée mousseline. Là, je le dis tout de suite, les autres voient même pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, et c'est mieux d'ailleurs pour vous, honnêtement. Hein. C'était pas super responsable, ça. Non, avec des pommes de terre, vous savez, un truc où on les écrase. Bon, enfin, je vous raconterai. C'est là où c'est aussi important que les entreprises, elles ont vraiment quelque chose à jouer dans la sincérité, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que nous présente Picture, parce qu'ils nous disent, bah voilà comment je fonctionne. Ils sont capables aussi de dire, bah il y a des choses que je fais bien, et puis il y en a d'autres où bah, on démarre. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on a du mal. Alors peut-être que c'est en France, peut-être tu nous diras que c'est ailleurs, mais où on ne sait pas raconter l'état d'avancement. Qui pense aujourd'hui que un citoyen veut que les marques soient parfaites? Non, il veut pas ça. Il sait très bien que personne n'est parfait. Ça n'existe pas, une marque parfaite. Un être parfait n'existe pas non plus. Donc, vous voyez, il faut se sentir à l'aise. En revanche, ce qu'ils attendent des marques, notamment, c'est que leur engagement il soit sincère, c'est qu'ils aient bien compris les enjeux, c'est qu'ils aient compris aussi leurs impacts sur la société et tout ce qu'ils projettent avec. Donc, le fait de pouvoir raconter réellement ce que l'on fait, c'est déterminant. Et attention, hein, je parle pas. Alors, des fois, on va utiliser le mot storytelling. Voilà, c'est un mot qui, en général, me fait frémir. Parce que storytelling me fait penser à un truc hyper marketé qui peut basculer extrêmement vite dans ce que je vais appeler du récit washing. On va y aller, je vais vous expliquer. En gros, on raconte une histoire dans laquelle on a envie de croire, mais qui, en fin de compte, n'est absolument pas vraie. Donc, entre greenwashing plus récit washing égale bombe sur la marque, ça c'est un cocktail qui peut être très détonnant. Et en fait, voilà, je pense que là-dessus aussi, ça implique de réapprendre, de faire autrement de la communication. On l'a vu tout à l'heure, pas une communication qui soit une communication descendante, une communication qui soit à l'écoute, une communication qui se fasse avec l'interne, l'externe, etc. Une communication qui mette en synergie à la fois la communication et la RSE. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on travaille avec pas mal d'entreprises, d'agences, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'un des principaux freins, c'est le manque de connaissances, le manque de compétences autour des enjeux liés notamment seulement au changement climatique, mais aussi à la biodiversité, etc. Et aux questions liées à l'exploitation des ressources naturelles. C'est quand même inquiétant, parce que comment voulez-vous faire pour parler d'un sujet si vous n'en maîtrisez pas les tenants et les aboutissants? Donc la règle numéro 1, avant tout, c'est de se former. Donc voilà, donc je pense que ça peut permettre aussi de dire, ben voilà, les communicants, on a à la fois une responsabilité, on peut dire les choses de façon, alors j'utilise le mot honnête un peu de façon provocatrice, mais disons sincère, plus transparente, etc. Après, soyons clairs, il y a certains, comment je vais dire ça, certains secteurs d'activité pour qui claironner haut et fort, qui font une communication responsable, non, ce sera pas possible, soyons honnêtes. En revanche, il faut qu'ils fassent des efforts pour aller là-dedans, mais quitte à s'en gargariser, ça c'est un autre débat qui est, en tout cas, je trouve qui est ouvert et sur lequel j'incite à la plus grande prudence. Troisièmement, il y a la tonalité de la communication. Ça m'a fait penser à ce qu'on avait fait en 2014. Je sais, ça ne nous rajeunit pas. Tu sais, l'humour au service du développement durable. C'est une étude que j'avais menée. Et est-ce qu'on a le droit de communiquer de façon humoristique sur le développement durable? Alors à l'époque, il y avait eu toute une polémique créée par une marque de voiture, Volkswagen, avec les Atmos, d'accord? En gros, ils se moquaient des communautés écolos, on avait à peu près des peaux de bêtes sur le dos, enfin, etc. Et ça avait créé une très, très, très violente polémique, et du coup, l'agence avait dit, oui, mais non, c'était de l'humour. Et on avait, en travaillant justement sur qui avait le droit de faire de l'humour sur ce sujet-là, on s'était rendu compte que, en fonction du type d'émetteur, de faire de l'humour par rapport à ces sujets liés à l'écologie, c'était pas du tout perçu de la même façon. Même si la dimension culturelle de l'humour compte absolument. C'est-à-dire que si vous êtes en Angleterre, tu nous le diras, mais tu peux faire une autre sorte d'humour que si tu es en France. Un mot, rire jaune, il y avait une pub où il faisait exploser des gamins entiers dans une salle de classe en Angleterre, hein, parce qu'ils n'avaient pas bien trié ou pas bien fait une chose. En France, ce ne serait pas passé. Mais vous voyez bien que là-dessus aussi, la tonalité, donc plutôt sympathique, explicative, claire,
et donc qui est l'antithèse de quelque chose du greenwashing. Je pense que ça aussi, ça compte. Donc, quelle tonalité on va donner? Et puis, tout simplement s'interroger aussi sur c'est quoi notre rôle à nous en tant que communicants. Qu'est-ce qu'on a envie d'être dans l'entreprise, dans l'agence? Est-ce qu'on est là juste pour exécuter, pour qu'on nous dise sans arrêt, ouais, dépêche-toi parce que tu te rappelles qu'il y a ça et ça à faire très très vite, ou bien 2 jours avant la tenue d'un gros événement, oh putain, j'ai lu un article, on m'a dit qu'il fallait pas de fraises en décembre, dis-moi. Tu y as bien pensé? Ça, c'était au niveau du cahier des charges qu'il fallait y penser. C'est pas 2 jours avant que tu vas enlever les fraises une à une. C'est trop tard. Mais il y a tout un tas de choses comme ça qui veut dire que réinterroger notre métier, lui redonner du sens, nous redonner du pouvoir aussi au sein des organisations. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et de travailler en synergie extrêmement étroite quand il y en a un avec le responsable de la RSE. On a à apprendre l'un de l'autre. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que le livre, il est fait pour que à la fois les communicants et quand je dis communicants, c'est publicitaires, marketeurs, etc., mais aussi les responsables RSE puissent travailler ensemble, chacun comprendre ce que fait l'autre, quels sont les attendus, et c'est comme ça que l'on pourra progresser, et c'est comme ça aussi qu'on pourra redonner du sens, et peut-être arrêter aussi parfois une forme d'hémorragie où des communicants, ils se sentent pris entre deux feux, je crois que Florian a dit les fesses entre deux chaises, et où là, je pense que effectivement, si on veut pouvoir reprendre un peu de pouvoir se dire, j'ai contribué à améliorer moi aussi la société, je participe justement à cette transition écologique en tant que communicant, parce que effectivement on a tous un super pouvoir, et c'est là dans cette direction qu'il faut creuser. Vous vouliez rajouter quelque chose? Moi je veux juste dire qu'en fait aujourd'hui, d'abord il faut être en adéquation avec sa marque. Alors évidemment ne pas choisir des sujets qui sont pas dans l'ADN de la marque, parce que sinon ça marche pas. Et il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui choisissent des sujets ou parce que le dirigeant de l'entreprise a donné de l'argent ou est particulièrement attaché à une cause, et va donc emmener tous ses collaborateurs à adhérer à cette cause. Alors c'est formidable, et va l'utiliser dans sa com. Alors c'est formidable ce qui est fait, mais en fait, quand on a une marque, il faut agir sur sa marque. C'est ça qui marche. Quand on s'éloigne de sa marque, il y a quelque chose il y a une espèce de dissonance qui fait que du coup, voilà, c'est plus, même si au départ l'idée c'était d'aider une asso, ouais, mais si ça fait pas partie de l'ADN de ton entreprise, tu vois, cherche une asso qui sera dans l'ADN de ton entreprise. Donc moi c'est vraiment ça, et puis l'authenticité et la sincérité. On peut dire des choses, on peut communiquer si on est vraiment sincère et clair sur ce qu'on veut dire et comment on veut le dire et comment on veut faire changer les choses. Alors c'est plus compliqué, je pense, pour des grosses entreprises aujourd'hui, parce que voilà, qui ne se sont pas bâties avec le développement durable comme de point de départ pour vendre et pour grossir. C'est plus facile, voilà, quand on part du départ en disant j'ai cette idée, je veux créer quelque chose, mais je veux le faire en respect avec l'environnement et les gens qui entourent. D'autre part, avant que tu me coupes, je te vois. Attendez. Aujourd'hui, quand on communique, si on ne le fait pas de façon sincère et respectueuse, maintenant la communication est dans les deux sens. Donc de toute façon, on va se faire tacler. De toute façon, quelqu'un va dire attends, là, c'est pas possible ce que tu dis. De toute façon, ça va être vérifié. Quelqu'un va voir. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller dire qu'on fait des choses bien alors qu'on les fait pas vraiment bien. Voilà. Oui, ce que j'ai relevé aussi dans le témoignage de Florian, c'est aussi la sincérité. Et ça me paraît important. Et l'humilité. Ça, c'est peut-être aussi nouveau dans la communication. On a tendance à dire tout ce qu'on fait, c'est génial et tout. Et là, on arrive à dire, on n'est pas encore au top, mais voilà où on en est et voilà où on aimerait aller. Peut-être que ça fait peur. Enfin, ça faisait peur parfois peut-être à des communicants de dire, on n'est pas au top.
Non, mais tout à fait. Puis tu vois bien dans les termes qui sont utilisés. Nous, par exemple, dans le cadre du bilan, donc là, on ne suit plus du tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Du bilan ARPP, ADEME. ARPP, ça parle à tout le monde, Autorité de régulation de la publicité. Pareil, je vous incite vraiment à aller voir ce site. Donc là-dessus, l'auto de régulation, on analyse des publicités tous les 2 ans à peu près. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'épingle pas que des entreprises qui ne respectent pas ce qu'on appelle la recommandation développement durable, mais aussi des entreprises dont c'est l'ADN, donc ou des associations. Parce qu'en fait, on utilise des mots qui vont trop loin. Par exemple, dire qu'un produit est écologique, alors c'est pas qu'on veut pas, mais un produit peut être plus écologique, mais il peut pas être écologique. Je ne connais aucun produit qui soit sans impact sur l'environnement. Et là-dessus, c'est aussi ce genre de vocabulaire qui peut projeter dans la tête du citoyen un certain nombre de choses qui va lui faire croire qu'en achetant ce produit, en gros, il va sauver la planète. Autre chose, on épingle dans le cadre du bilan ARPP ADEME, des communications qui utilisent un vocabulaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ma tomate est neutre en carbone. L'allégation de neutralité carbone. Donc non, une tomate ne peut pas être neutre en carbone, non, une entreprise non plus, une collectivité, un service, etc. Seuls les États, la planète peut tendre vers la neutralité carbone, mais alors les autres, pas du tout. Or, vous avez bien vu que ça a fleuri de toutes parts. Ok ? Et donc, là aussi, qu'est-ce que ça fait quand on vous dit, je dis ma tomate, mais il y avait aussi ma bouteille d'eau en plastique, hein, donc vous voyez, on n'est pas à ça près, qui était neutre en carbone. Ce que je trouve absolument dommageable, c'est que ça va projeter un imaginaire trompeur dans la tête du citoyen. Et donc, là aussi, il va croire que, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, il n'y a pas besoin de changer en profondeur la société, puisque par le biais de ce produit, tout simplement, il va permettre de sauver la planète, de l'amener vers la neutralité carbone, etc. Et en fait, compte, ce sont ça aussi les effets délétères. Et à force d'être dans une démarche où on a toujours envie de faire youpi, je suis le meilleur des meilleurs, on en oublie d'avoir une certaine, disons, responsabilité. Et on oublie sa responsabilité dans les messages et dans les stéréotypes qu'on véhicule. Autre exemple, dans les stéréotypes qu'on véhicule. On est d'accord tous aujourd'hui qu'on véhicule des stéréotypes qui sont mais alors à l'opposé de la modération de la consommation. Mais on véhicule aussi tout un ensemble de stéréotypes qui sont dommageables par rapport à la réduction, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. Exemple. On a quand même une surreprésentation carnée dans l'alimentation. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez imaginer une communication autour d'un barbecue, bien souvent, le barbecue, il va être plein de viande. On ne dit pas qu'il ne faut pas manger de viande. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En revanche, on pourrait rééquilibrer l'image à l'instar des régimes équilibrés vers lesquels il nous faut tendre. Hein. Je vous rappelle, si vous étiez là ce matin, et il y avait les scénarios de l'ADEME, hein, et dans certains scénarios, il faut diviser par 3 la consommation de viande. Okay ? Autre chose, ce qu'on nous représente quand on nous représente un habitat agréable. On nous représente, en règle générale, un pavillon entouré d'un très, très grand terrain. On a l'impression un peu loin de tout. Donc, vous vous dites que et vous avez à ce moment-là une voiture grosse qui arrive. Voilà. Autre chose, dans les rêves de mobilité, comment ça s'appelle ? Les voitures, en général SUV, conduites par mâles blancs dominants de plus de 50 ans, pour l'image et le stéréotype. Bref, là-dessus, on donne aussi à voir un certain nombre de choses parce qu'on va l'associer à de la puissance. Vous voyez bien que de déconstruire l'intégralité de ces stéréotypes, et comme vous avez souri, je suis certaine que c'est parce que vous vous dites qu'au fond de vous-même, même si vous n'avez pas envie, il y a un fond de vérité. Je vous invite à aller voir l'excellent guide auquel nous avons participé, fait par Entreprises pour l'environnement, qui est sorti en 2021, qui est justement un guide contre les stéréotypes associés aux représentations de nos modes de vie. Et là-dedans, il y a la déconstruction de 10 stéréotypes, dont celui qui plus jamais n'aura cours, qui s'appelait l'hiver en t-shirt. Qui d'entre vous n'a pas fait une première de couve de son magazine avec le numéro de février, quelqu'un qui est en t-shirt ?
chez nous, on a quand même failli réussir cet exploit. Mais bon, maintenant que c'est 19, tout le monde va remettre sa petite laine, ou son pull cachemire. Et c'est là où je trouve que c'est aussi intéressant, c'est que, voilà, pour le confort, fallait toujours être en t-shirt, fallait être bien, on était au chaud. Et le confort, c'était plus de mettre un pullover, alors que c'est quand même quelque chose que l'on fait assez naturellement. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses qui sont déconstruites et qui vont aider les créatifs, justement, à être créatifs, mais à penser à l'impact qu'a leur communication. Voilà, c'est peut-être là-dessus aussi, je pense qu'on peut aider les communicants concrètement à donner des outils qui leur permettent de mieux comprendre quel est leur impact et puis comment, justement, proposer d'autres choses. En fait, ce que je rajoute sur ce que tu viens de dire, c'est ensemble. C'est vraiment ensemble qu'il faut faire les choses. C'est-à-dire la marque, le communicant, les experts, la RPP extraordinaire. Hein, il faut aller voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment... si vous avez un doute, parce que même les assos se font épingler hein, par la RPP. Sur des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc il suffit d'aller se renseigner, vraiment c'est ensemble qu'on construira quelque chose de vrai, sincère, qui nous fera quand même, moi je trouve que c'est important qu'il y ait une émotion, parce que la pub, en tout cas dans la pub, hein, je ne parle pas de la communication en général, mais de la pub, il y a besoin d'une émotion. Alors, je sais que tu n'aimes pas le storytelling, mais en même temps, en fait, il faut que, pour se rappeler de quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en soi. Alors, peut-être pas du storytelling, enfin, il y a besoin de cette émotion. Et cette émotion-là, elle peut être générée par quelque chose qui n'est pas peut-être totalement vrai, mais qui est vrai quand même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut que, voilà, pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelque chose. Si on est trop factuel, on oublie. Ouais, complètement. On va voir encore tout à l'heure des visuels. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On aimerait parler également de la com publique. Alors, juste avant ça, je vais redire pour les personnes l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Si vous voulez aller sur ce site, il y a des petites vidéos qui expliquent pas mal de choses et qui sont très intéressantes à regarder. Alors, voilà, dans tout ça aussi, quelle est la place de la communication publique? On peut peut-être voir un visuel. Alors ça, c'était pas du tout ça, mais c'était pour montrer, voilà, voilà, c'est celle-là. Donc j'en ai choisi deux, une plus ancienne et une très nouvelle. Juste parce que alors j'ai choisi des françaises pour que ça parle à tout le monde et je pense que voilà, c'est assez clair. En fait, la pub, c'est ça aussi, c'est expliquer des choses de façon simple simple et en même temps universelle et compréhensible par tous, et aussi qui en tout cas, voilà, vous prenez la photo, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Ça provoque quelque chose. Et finalement, c'était une obligation légale, hein, c'est ce gilet jaune. Et voilà, l'agence elle a trouvé le moyen de rendre ça hyper attractif. Alors, bon, je suis désolée, je vais vous presser un petit peu par le temps, là. Hein. Bon, on resterait bien 3 heures. Mais cette question quand même de la communication publique, elle est importante. Alors, Valérie Martin... quel est son rôle peut-être pour la transformation de la société, des territoires? De toute façon, aujourd'hui, les territoires ils sont confrontés à des crises, notamment climatiques. Enfin, on l'a encore vu tout cet été. Enfin, voilà, qui sont absolument terribles et elles sont donc véritablement au cœur des transformations qui sont à faire. On parle de résilience des territoires. Et là-dessus, le communicant public, il a un rôle à jouer, qui est un rôle qui est de beaucoup plus de transversalité, là aussi. Parce que on voit bien amener à une communication qui soit plus sincère,
qui soit plus audible, qui intègre et qui inclut, parce qu'on n'a pas parlé d'inclusivité pour le moment, mais pour autant, on a besoin d'en parler, qui inclut l'ensemble des concitoyens du territoire, qui ne laisse personne de côté. À cet égard, je vous invite à aller regarder justement ou à aller lire la double interview que l'on fait dans notre magazine Adem et vous, qui est sur la communication responsable, qui sort demain, dans Adem Magazine, et qui justement met en perspective ce que fait par exemple la ville de Gennevilliers, qui est extrêmement intéressante pour construire le territoire gennevillois de demain et pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui participent à sa construction, mais que l'on ait aussi des publics qui sont plus éloignés justement de la chose publique. Comment aussi des collectivités, donc là c'est le débat, c'est avec la ville de Rennes, où justement par les nouveaux pouvoirs du maire qui sont conférés, ils ont voté un règlement local de publicité intercommunale, un RLPI, qui fait que justement il y a interdiction d'utiliser les panneaux numériques lumineux. Alors que, comme le dit très bien Laurent Riera, qui est le directeur de la communication et de l'information de la ville et de la métropole de Rennes, il se prive d'une communication qui était somme toute efficace. Mais tout ça, c'est pour provoquer un alignement. Donc là aussi, la sincérité, l'inclusivité, le fait d'être davantage dans de la transversalité, d'animer aussi par rapport... On l'a vu, je crois que c'est en ce moment, il y a un atelier sur les achats durables. Là aussi, un rôle extrêmement important pour travailler avec les achats, pour essayer de s'aligner, de se mettre en cohérence. Parce que quoi qu'on ait dit sur les communicants privés, mais les communicants publics, ils ont la même obligation, à savoir, c'est être alignés et être cohérent entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Si on n'aligne pas le discours et les actes, si on ne prouve pas ce que l'on fait, de toute façon la défiance dans la société, elle est telle aujourd'hui que cela ne passera pas. Mais en plus, eux, ils doivent encore plus engager les gens. Regardez aujourd'hui, pour implanter un certain nombre d'installations, eh bien, il y a des oppositions très fortes et j'allais dire, heureusement qu'il y a les ONG, des lanceurs d'alerte, etc. Mais comment je fais pour travailler avec eux à la co-construction de mon projet de territoire? Tout à l'heure, tu disais, il faut travailler ensemble. Effectivement, cette logique de co-construction, cette logique de coopération, eh bien, la communication publique, elle peut permettre de faire la pédagogie nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Et moi, si vous avez un tout petit peu de temps, essayez d'aller regarder ce que fait la Fabrique des transitions, qui est présidé par Jean-François Caron, qui est à Los Angeles, et où ils ont fait une communauté de 350 personnes, qui est dans une logique de communauté apprenante et d'action. Je trouve ce terme de communauté apprenante fantastique. Pourquoi ? Parce qu'ils échangent entre pairs, ils essayent de trouver un certain nombre d'actions. Et tout ça, ça se passe où ? Au niveau d'un territoire. C'est là où aussi je te trouve qu'il y a une richesse potentielle qui est fantastique. Tu disais que j'aimais pas le mot storytelling. Non, je préfère la question de la mise en récit. Et là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Je crois qu'il faut vraiment que vous alliez voir ce qui se passe dans les Hauts-de-France, puisque le CERDD, le Centre de ressources du développement durable des Hauts-de-France, qui là a créé un outil qui s'appelle pour vous aider à mettre en récit le récit de territoire. Mais je vous invite à aller télécharger, là aussi c'est gratuit, cet outil, c'est absolument passionnant. Quand on voit aussi ce qui se passe sur les tiers-lieux, sur les écolieux. Bref, aujourd'hui, pour les communicants, il y a vraiment une nouvelle forme de communication publique qui peut se mettre en place. Et pour eux aussi, comme pour les communicants privés, c'est l'occasion de justement reprendre la main et de redonner du sens à leur métier et tout simplement de changer de braquet, de perspective. Et je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant. Bref, par la communication plus responsable, on peut avoir aussi une nouvelle vision de notre rôle, de notre métier, et donc nous redonner l'envie, tout simplement. Alors, je ne chanterai pas l'envie d'avoir envie, mais néanmoins, c'est un peu ça, je vois qu'il y en a qui suit, et qui est extrêmement important parce que aujourd'hui, on avait pas mal de communicants qui ne se sentaient plus du tout alignés avec
ce que leur organisation, je vais dire, hein, pas que l'entreprise privée pouvait faire. Et donc il y avait une certaine prise de recul, voire une forme de démission entre guillemets. Et bien c'est peut-être l'occasion de faire rentrer les gens dans une nouvelle perspective. Alors c'est quasiment une conclusion, hein, mais Sophie, vous vouliez rajouter? Moi, je voulais juste dire, parce que moi, je suis encore sur de la pub un peu tradie, et j'avais juste envie de dire, il y a plein de choses, mais n'oubliez pas aussi d'aller consulter les agences. Alors, juste parce que une campagne bien faite, bien réalisée, a beaucoup plus de pouvoir de changement que quelque chose. Une bonne idée, c'est bien, mais si c'est pas bien réalisé, c'est flop. Ça passe pas. Donc voilà. En fait, il y a quand même un besoin derrière il y a quand même un savoir-faire de l'agence, même si il n'y a pas que, mais voilà, il y a quand même un savoir-faire de l'agence de com qui est, pourtant je ne suis pas agence, mais vraiment, je le dis parce que je travaille énormément avec des assos qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui du coup font pas forcément appel à des agences et ils ont souvent des très très bonnes idées. Mais la réalisation voilà, n'est pas au top. Et c'est important, en fait, voilà, pour faire passer les messages correctement, être sincère, être vrai, savoir à qui on s'adresse, savoir quels sont les bénéfices, être en respect avec les bénéficiaires et envers la société et la culture dans laquelle on est. Mais aussi, il faut que la réalisation soit impeccable. Oui. Merci beaucoup. Écoutez, là, je vais vous proposer de passer aux questions, parce que peut-être que vous avez encore vous avez pas mal d'idées sur les questions que vous pourriez poser à nos intervenants. Donc, les personnes qui nous suivent en visio, ben vous aussi, hein, posez des questions. Je les aurai sur ma tablette et je pourrai faire votre porte-parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je me lève, c'est juste que j'ai besoin de me lever 2 minutes. Oui, alors vraiment, Sophie Guérinet, on la remercie particulièrement parce qu'elle a un lumbago et elle est quand même venue. Voilà, je l'ai dit. Voilà, et c'est pour ça que là, elle a besoin de se lever. Alors, il y a une question. Oups. Ah, on le voit plus. Alors, excusez-moi, je vais vous couper parce qu'en fait, les gens qui sont en visio ont du mal à entendre les questions dans la salle. Alors, je ne sais pas comment je vais réussir à résumer cette question, qui est plutôt une réflexion sur... J'aurais dû préciser ça dès le départ. Donc, concernant notamment la com publique, c'est un vrai défi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout que les sujets sont pas toujours évidents. Il y a de la défiance. Comment le communicant arrive à s'en sortir en étant quand même sur quelque chose d'attractif, mais juste? Peut-être que pour répondre à la question, et au constat que je partage, bien évidemment, la communication, elle est au service d'un projet global. C'est-à-dire que si le projet porté par l'élu
est aux antipodes de ce que la communication doit dire, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est la question de l'alignement et de l'adéquation et de la sincérité. Donc ça, déjà, il y a quelque chose qui est important. Et là-dessus, le rôle du communicant, c'est aussi de pointer du doigt ce qui est cohérent et ce qui est incohérent, et de refuser de communiquer sur ce qui est incohérent. En tout cas, il a une responsabilité dans le fait de le dire. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, peut-être pour la communication publique, c'est aussi la possibilité qu'elle a d'aller parler directement aux habitants, aux citoyens, ce que les marques sont en général, alors que les marques sont en général plus éloignées, enfin pour certaines, plus éloignées de leur public. Et donc le fait d'aller pouvoir expliciter, démontrer, générer des visites, de la pédagogie. Je pense que cette notion de pédagogie, elle est indispensable, mais ça veut dire que le communicant public, il doit être formé à ces questions-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un très très fort enjeu de ce côté-là. Donc moi j'aurais tendance à répondre sur ces deux aspects-là. S'il y a cette cohérence et puis s'il y a cette formation, il y a des choses qui vont pouvoir se trouver, et le fait aussi que le communicant n'est pas seul, le communicant public, il doit travailler en responsabilité. J'aime beaucoup ce qui se fait, notamment il y a des labs d'innovation citoyenne qui se tiennent en 33, c'est la Gironde. Kuala Lumpur chez OC, mais la Gironde, j'ai un peu plus de mal. Mais c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez ce qu'ils font en lab d'innovation citoyenne, c'est comment je travaille avec les citoyens à la définition du projet de territoire, à la communication autour, etc. Et ça ouvre peut-être d'autres perspectives. C'est aussi, pour moi, le communicant public, c'est comment je me défais de la communication anxiogène qui tourne autour de la fin du mandat. La vie ne s'arrête pas à la fin du mandat politique. Néanmoins, c'est aujourd'hui une réalité que c'est compliqué d'aller communiquer sur des projets qui sont à plus long terme. Ça, c'est un très gros enjeu pour moi, sur lequel le communicant public, il doit pouvoir communiquer en termes de jalons. Voilà. Et donc, ça permet aussi de rythmer les choses et puis de s'astreindre un petit peu ou de s'absoudre de la question de la communication par rapport à l'anxiété provoquée par la campagne de fin de mandat. Voilà, peut-être qu'il y a ça aussi que j'aurais ajouté. Moi, je voudrais juste te dire que la communication publique, elle est très pauvre dans notre base de données, parce que je pense, enfin, là, c'est plus que... Je pense qu'elle n'est pas au même niveau. Entre l'association qui ne paye pas grand-chose pour sa com, parce que ça va être du partenariat, et l'entreprise qui met le paquet sur sa com parce qu'elle a vraiment besoin d'une com, et ben finalement, la communication publique, elle est un peu au milieu parce qu'elle n'a pas beaucoup de budget et en même temps, elle ne peut pas l'avoir gratuitement, à la différence de l'association. Et en fait, je pense que là, il y a un problème aussi là, un problème de budget tout bêtement, et du coup, elle est moins aboutie. Vous voulez dire que finalement, la place de la communication dans la dans les institutions est peut-être minorée. On ne se rend pas compte à quel point finalement c'est important, et on essaie de travailler un petit peu comme ça avec des petits moyens. Certainement. De toute façon, la com, on n'a pas vraiment envie de mettre de l'argent dessus, hein, de façon générale. Donc ça, je pense que c'est pas qu'ils trouvent ça, enfin je peux pas parler pour eux, donc voilà, mais moi je pense que c'est, en tout cas, ils se retrouvent entre ces deux choses-là, entre l'asso qui arrive à négocier avec les grosses agences et les petites agences et les entreprises qui payent. Et l'autre chose que je voulais dire, et ça m'a échappé, ça me reviendra peut-être. Juste un point, je vous invite à aller écouter ce qui va se passer la semaine prochaine à Capcom, puisqu'il va y avoir, tu te souviens de ce que tu voulais dire, garde-le, et où en fin de compte, sur Capcom, il va y avoir justement les trophées des meilleures campagnes publiques, donc peut-être des bases pour toi, il y en a des très sympas dans ceux qui ont déjà été présélectionnés. Merci, j'irai voir. L'autre chose, c'est que en fait, le problème de la com publique aussi, c'est qu'ils veulent tout dire tout d'un coup, ils veulent tout dire. Ils veulent faire passer tous les messages. Et parce que voilà, il faut vraiment, tout est important, et c'est là où ça devient compliqué. En fait, je pense que il y a besoin de débroussailler, de partir sur une idée, d'être un peu plus straight, exactement, un peu plus droit. Et voilà ce que je veux.
Alors, est-ce qu'on a des questions Je ne vois pas où elles sont. J'ai un signe, mais je ne sais pas s'il y a une question dans le chat. Est-ce que donc, quelqu'un d'autre a une question? Alors, juste comment on a moyen d'influer sur les imaginaires avec une prédominance actuelle des imaginaires par les entreprises. Oui, petit résumé. Alors, je vais pas répondre à cette question-là parce que je ne peux pas y répondre. Je vais juste dire que c'est vraiment le sujet. C'est un des gros sujets. Aujourd'hui, ceux qui communiquent, ce sont les entreprises sur des sujets qui sont des sujets d'association. Et les associations se trouvent un peu squeezées et ne font pas partie forcément du tour de table. Donc, c'est un des vrais sujets de la com aujourd'hui. Moi, je le vois notamment au Festival de Cannes de la pub. À l'époque, les grands gagnants, c'était tous des coms associatives. Aujourd'hui, c'est des coms d'entreprise. C'est un réel problème. Valérie, tu veux dire un truc là-dessus ? Non, mais... Voilà, non, moi, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si on peut légiférer, mais en tout cas, il y a un rééquilibrage à trouver mais c'est en mettant les gens autour de la table. C'est en reprenant, en prenant toutes les parties prenantes, aussi bien les médias que l'industrie de la communication, que les entreprises et que les associations. Et les collectivités locales, évidemment. Enfin, les collectivités et gouvernements. Alors moi, comme c'est là, je me permets d'avoir pris mon stylo et d'avoir pris mes notes pour ne pas oublier. Bien sûr qu'il faut réduire la pression publicitaire. C'est hyper important. Et je trouve que là-dessus, il y a un certain nombre de premières dispositions, on va l'appeler ça comme ça, on ne fera pas de polémique, sur la loi climat et résilience, avec les contrats climat publicitaires, qui donnent un premier pas. Je ne dis pas que ce soit la réponse absolue, je dis juste que c'est une première piste. Je rappelle par ailleurs que sur ces contrats climat publicité, au bout de 2 ans, ils doivent être évalués et que l'État ne s'interdit pas d'aller vers des moyens beaucoup plus coercitifs que ceux qui ont été pris jusqu'à présent. C'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les influenceurs. Les influenceurs aujourd'hui, parce que, je voulais en parler, mais on n'avait pas le temps. Oui, en plus, il reste 2 minutes. 16h, 16h15, qu'est-ce que c'est la différence entre les influenceurs et leur éthique? Le fait qu'aujourd'hui, on me parle tout le temps de publicité, mais on parle de publicité traditionnelle. La petite publicité qui passe à la télévision, soi-disant que personne ne regarde. Il y en a quand même pas mal qui la regardent. La publicité dans les prints, dans les journaux, etc. Mais en fait, il y a une façon très facile de contourner tout ça, c'est l'influenceur. Et l'influenceur, il a un super pouvoir, malheureusement. J'aime beaucoup ce que fait le collectif Paye ton influence avec Amélie Deloche, qui est la co-créatrice de ça et qui les interpelle, notamment sur les réseaux sociaux, pour dire, à quand une charte? Il y a un premier niveau de charte qui a été fait notamment par la RPP. Il y a certaines grosses boîtes qui se doteraient
de chartes. Je les ai jamais vues, moi, ces fameuses chartes, j'attends de les voir. Néanmoins, aujourd'hui, il faut absolument que l'on puisse, de ce côté-là, je ne sais pas si c'est une législation, mais en tout cas, qu'il y ait une régulation pour pouvoir avoir davantage d'éthique dans ce qui est promu par les influenceurs. Troisième point, ce sont les médias. Les médias, ils ont signé le 14 septembre la charte pour un journalisme. J'ai oublié la fin de la phrase, mais bon, on va dire la charte pour un journalisme plus responsable. Allez, on va vous le dire comme ça. C'est intéressant. Il y a plus de 1500 journalistes, plus de 100 rédactions qui l'ont signé. Néanmoins, à ma connaissance, il y a un peu plus de ça que ça de personnes qui ont leur carte de presse, notamment. Et puis, ça n'empêche pas de dire que il y a les médias parfois qui sont détenus par un certain nombre de on va dire de milliardaires, et que la question de l'intégrité ou autre peut se poser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront rien. Et à ce titre-là, je tiens à souligner que nous, on travaille avec, par exemple, la régie publicitaire de TF1, de France Télé, de M6, etc., parce qu'ils voulaient mettre en avant davantage des produits à moindre impact environnemental. Et ils nous ont demandé des conseils et on a fabriqué un cahier des charges justement pour les desserts. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Néanmoins, la question des médias, la façon dont on parle de ces sujets-là, je vous rappelle, vous savez, il fait 30 degrés le 30 octobre, on met des gens qui sont en train de lécher une glace au bord de la plage, les doigts de pied en éventail. Ça pose quand même question. Donc voilà. Il y a la question de la culture. C'était pas le sujet du tout d'aujourd'hui, sauf que quand on parle communication, on parle obligatoirement culture, on parle film, on parle livre, on parle BD, etc. Et changer les imaginaires, pour moi, ça passe aussi beaucoup par la culture. C'est pas une question de légiférer. C'est pour moi changer globalement. Et là-dessus, on fait tout un tas de choses. Mais là, je pense que Valérie va s'évanouir. Donc, sur le site, communication-responsable.adem.fr, qui est le pendant du livre, il y a un chapitre entier consacré aux nouveaux récits, nouveaux imaginaires. Et on parle de tout ce qu'on fait là-dessus. Et puis, il y a la question des lobbies. Et où là aussi, de toute façon, c'est beaucoup trop court pour pouvoir en parler de leur pouvoir. La question de l'astroturfing, la façon dont on manipule aussi l'opinion et où le communicant, il a un rôle pour pouvoir dénoncer aussi ça, et ça veut dire aussi beaucoup de courage. C'est aussi notre forme d'engagement à l'heure où l'engagement, quand même, il a un peu diminué dans notre société, même s'il se crée d'une autre façon, même s'il y a des communautés différentes qui se créent. On n'a pas parlé encore de pour un réveil écologique, on n'a pas parlé de on est prêt, on n'a pas parlé de tout un ensemble d'actions, mais voilà, moi je crois beaucoup en ça, et y compris les tiers-lieux. Je me tais. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on arrive à la fin. Je tiens à dire aussi qu'on peut voir sur le site de Picture ce qui est fait avec des influenceurs, la Picture Family, ou des représentants de la marque. Enfin bon, voilà, on les appelle comme on veut. Mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, là, Florian disait, quand on a préparé ce sujet, il y avait plein de choses encore dont on voulait parler. Mais bon, il nous faudrait 3 heures. Comment il gérait cette relation avec ces personnes qui représentent la marque. Alors, en guise de conclusion, on a très peu de temps. Je pense que tous les communicants qui sont là se retrouvent hyper boostés suite à cette table ronde. Comme Valérie l'a dit, c'est très enthousiasmant. Bien sûr, les défis, ils sont énormes, mais les enjeux sont très importants et ça valent vraiment le coup qu'on prenne tout ça à bras-le-corps. Vous avez eu beaucoup d'informations, d'outils. Maintenant, je dirais que la balle, elle est dans notre camp. Je m'associe aussi au public pour continuer à se documenter, à se former et puis à agir. En tout cas, merci à toutes et toutes pour votre écoute particulièrement attentive. Et merci à tous nos intervenants. Merci.